Et maintenant, Jean-François Mercier va nous présenter la présentation du professeur Jean-Pierre Fabre qui a malheureusement pas pu venir aujourd'hui. Voilà, donc j'interviens donc par dépannage et sur le plan technique, notamment sur le plan hépatique, les questions pourront être posées à Georges Mention qui a accepté de pouvoir répondre aux questions que vous allez sûrement lui poser. Alors, je vais vous résumer donc les observations dont vous avez lu le compte-rendu dans la présentation du rapport. Et il y a ce dossier d'un accident de la vie scolaire dans la cour de récréation. Donc c'est une histoire ancienne, 15 ans, traumatisme abdominal dans une cour de récréation, bagarre. Donc tout de suite, il y a une symptomatologie clinique avec des douleurs abdominales et un choc cardiovasculaire. Le diagnostic est fait à l'arrivée à l'hôpital avec un kyste hydatique rompu et une double localisation hépatique et pulmonaire. Donc, réanimation qui persiste et qui est nécessaire et qui va obliger à une intervention avec un transfert dans un CHU. Donc, le diagnostic opératoire, c'est une rupture intrapéritonéale d'un gros kyste hydatique hépatique. Il est pratiqué, ce qui est classique, une périkystectomie et le lavage de la cavité péritonéale avec un sérum formolé de concentration entre 3 et 7% sur un produit de base qui avait été donné à 10%. Donc c'est le protocole qui a été suivi et le temps de contact pour le traitement de ce péritoine est de l'ordre de 20 minutes. Donc l'intervention ne résout pas l'aspect clinique puisqu'il y a la persistance du choc et des complications métaboliques, une insuffisance respiratoire, une acidose, une insuffisance rénale, épuration extra-rénale et les catécholamines qui ne vont pas arranger la situation. Qu'est-ce qui va se passer? Ischémie intestinale multiple, étendue, entérite nécrosante, une cholécystique gangréneuse et dans des fistules du grêle et du côlon. Ce qui fait qu'on s'oriente vers un malade pluriopéré sur des années successives et longues, puisqu'entre 91 et 95, il y aura 27 interventions. Donc un petit peu plus tard, du fait de ces complications, notamment du grêle, eh bien, entérectomie totale, hépatite colostatique et stade ultime de la chirurgie viscérale, eh bien, en 1997, la double transplantation foie et grêle. Complications métaboliques également, insuffisance rénale irréversible. En 2006, donc 9 ans après, rejet complet du foie et de l'intestin grêle, ce qui fait qu'il y a une double transplantation hépatique et de l'intestin grêle, suivie d'une transplantation rénale. Donc on est là dans les grosses interventions multiples, itératives, et malgré tout ça, en 2007, il y a un rejet des greffes et un décès au mois d'août 2007. Donc tableau de multiples interventions pour une lésion hépatique initiale. Alors ça, c'est un tableau que vous connaissez tous. Je l'ai mis juste pour imager un petit peu avant de passer à la partie plus juridique. Alors ça, c'est également des vues opératoires avec, dans le cas d'en bas, une localisation multiple des kystes hydatiques qui sont importants. Alors, sur le plan judiciaire, ça va se passer dans le domaine civil au TGI, et après, ça va passer au stade administratif avec le tribunal administratif et le Conseil d'État. Donc, dans un premier temps, c'est les parents de l'auteur qui vont au tribunal de grande instance, qui demandent, et il est reconnu, une faute du collégien avec un lien de causalité entre le traumatisme et les lésions. Et il nomme un expert pour déterminer les conséquences. À cette époque-là, c'est bien sûr avant le décès. Donc il y a eu un appel qui est déposé pour ne pas valider ce jugement, et les indemnités sont versées avec le recours de la sécurité sociale, qui est important, puisqu'il y avait eu de nombreuses hospitalisations et de nombreuses interventions. Et après le stade de la responsabilité, après le stade de l'évaluation, eh bien, il y a l'aspect financier. C'est la fusée à 3 étages. Eh bien là, personne n'est solvable.
Pourquoi? Parce que les parents de l'auteur n'avaient pas d'assurance scolaire, et sous-entendu, il n'y a pas eu d'intervention de l'assurance de l'établissement. Alors, ça se complique parce que, après, c'est bruit de couloir. Bruit de couloir dans la responsabilité. Souvent, quand ça passe en judiciaire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a soufflé un peu dans une oreille, et là, c'est le cas. Alors, en 2007, lors d'un séjour dans un centre de transplantation, il y a un des praticiens qui explique à la famille que les lésions digestives, c'est pas le traumatisme, c'est pas la lésion du foie, c'est le formol. Bon, très bien. Donc à ce moment-là, il y a un retour sur le CHU. Et puis le CHU, c'est plus facilement solvable que les parents qui n'ont pas. Donc on passe en administratif. Et là, il y a un premier en 2007, une expertise, où il est indiqué que finalement, c'est le formol qui est responsable du choc anaphylactique, et que ce choc, c'est ça qui a entraîné toutes les lésions d'entérite nécrosant, et que c'est ça la cause de toutes les transplantations qui seront effectuées plus tard. Et puis, il y a une interprétation dans l'étude du dossier médical. Vous savez tous ce que c'est que ce EDG, l'externe de garde. Donc on verra après comment ça a été interprété par le deuxième collège d'experts. Et donc pour le premier expert, la concentration, c'est ça qui a entraîné les lésions de l'intestin et du collapsus. Alors en fait, le tribunal administratif retient la faute et condamne le CHU. Alors à ce moment-là, le CHU dit non, nous on paye pas. Et il demande à un expert, dans l'état actuel, celui qui était l'auteur de cette présentation de départ, et qui lui dit avec un niveau de preuve que le choc initial avec le collapsus, il a commencé avant l'utilisation du formol. Et que les chocs anaphylactiques, des ruptures intrapéritonéales des kystes cystatiques sont bien connus. Donc, il est fait des études sur cette fameuse concentration, à quel était le produit, quel était ce qui avait été donné à la pharmacie, et quelle était la concentration qui avait été réellement mise dans l'intestin, dans la cavité péritonéale. Donc, à ce moment-là, il y a l'étude du fait qu'il n'y a pas de formol qui est passé dans les voies biliaires. Et on verra que quand ça passe dans les voies biliaires, c'est uniquement quand c'était la technique d'injecter sous pression dans un kyste qui n'était pas rompu. Donc finalement, la Cour administrative d'appel dit que le CHU, et la décision est confirmée par le Conseil d'État. Donc du coup, l'hôpital n'est pas responsable. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir des questions techniques sur les kystes cystatiques seront tout à l'heure vues, sur le plan des stratégies d'expertise, puisque c'était quand même un des sujets de la réunion d'aujourd'hui. C'est que d'abord, il fallait retenir, sur le plan de la traumatologie et de l'accidentologie, est-ce que c'était une rupture traumatique? Et en effet, on connaît les ruptures spontanées, et on connaît les ruptures péropératoires au moment de l'intervention. Donc là, l'élément traumatique a été retenu pour le diagnostic de cette lésion intrapéritonéale. Donc dans les recherches de responsabilité, eh bien finalement, n'a pas été retenu comme responsabilité l'utilisation du produit ni de l'organisation des établissements. Alors, dans le choix des experts, ça c'est une des questions auxquelles veillent beaucoup les magistrats et les avocats, il faut trouver le bon expert. Et là, c'est souvent pas commun, sur des domaines très pointus. Alors, il y a un intérêt des listes qui ont des spécialités, et surtout, ce qui avait été recherché, c'est des sous-rubriques de spécialités fines. C'est-à-dire qui est capable actuellement, qui pourrait donner un avis sur une complication de la chirurgie du robot, de la robotique. Les listes des cours d'appel sont faites actuellement par spécialistes. C'est-à-dire qu'il y a l'urologie, la chirurgie digestive, etc. Il n'y a pas de spécialité transversale. Et les magistrats, et notamment M. Marin, le procureur général de la Cour de cassation, sont en train de réfléchir sur l'aménagement des listes pour qu'il y ait justement des rubriques nouvelles concernant cet aspect que vous connaissez bien, de toutes ces nouvelles technologies, des blocs opératoires et de la nouvelle chirurgie, notamment robotique ou endoscopie. Donc ça, c'est un aspect novateur
qui va se passer vraisemblablement, c'est-à-dire une amélioration des listes pour une meilleure précision. Bon, et puis la règle du jeu classique qui est connue, c'est de ne pas accepter ce qui n'est pas dans son domaine de compétence et d'expérience. Alors, comment on peut améliorer les choses? Il y a certains tribunaux, et notamment le tribunal administratif. Ils n'envoient jamais la mission sans avoir eu un contact préalable téléphonique avec l'expert. Ou en 2 minutes, il vous explique de quoi il s'agit. Et là, vous pouvez dire, je prends pas. Ça, c'est le premier stade. Et ça, c'est très bien. Le deuxième, c'est qu'on peut demander la communication des pièces médicales et du dossier avant d'accepter complètement la mission. Vous pouvez très bien dire, au vu des pièces, c'est plus mon domaine. Voilà, et puis après, on arrive dans le domaine du sapiteur, des affaires complexes, où il faut maintenant la tendance, et ce qu'on avait plaidé et mis en œuvre depuis de nombreuses années, je vois avec plaisir que le professeur Iraj Grandbach est arrivé, eh bien, c'est-à-dire la double désignation. Avec un expert qui est spécialisé dans les convocations, qui n'oublie pas un avocat, qui n'oublie pas une compagnie d'assurance, et puis le spécialiste qui est à l'hôpital, qui connaît toutes les spécialités et qui connaît très bien les missions. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui dans cet aspect un petit peu inhabituel des ruptures de fistidation. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc on peut discuter, Monsieur Bismuth. Oui, je voudrais... Monsieur Mention, Non, c'est à toi, je pose la question. Oui, d'accord, mais Georges aussi. Pour répondre à ta question, le choix de l'expert. Bon. Je n'ai jamais été expert, j'ai été sachant. Pourquoi? Parce que c'est très difficile pour un expert de connaître toutes les finesses du traitement, etc. En tant que sachant, j'aurais dit ici que les lésions que l'on a observées au milieu du grêle sont connues des chirurgiens hépatiques. Elles sont dues au formol, elles ne sont pas dues à l'inoculation de la cavité péritonéale par le liquide hydatique. Donc déjà, je dirais la rupture et le malheureux enfant là, qui a été condamné pendant 10 ans parce qu'il avait bousculé l'autre, d'abord, à mon avis, il n'est pas responsable, il ne savait pas qu'il y avait un liquide hydatique qui allait se rompre, peu importe ça. Mais le formol est directement responsable. Et alors, en ce qui concerne... non, mais c'est sûr, Georges va intervenir. J'ai connaissance d'un cas pareil. Voilà. Ce cas pareil est arrivé à Paris, pas à Paul-Rousse, mais à Beaujon, et encore, ce n'était pas la responsabilité de l'équipe de Beaujon, c'était un malade qui est arrivé à Beaujon. C'est exactement la même chose, une rupture de kyste dans le péritoine, lavage avec du formol, et il y avait une erreur de dosage du formol. La discussion est là sur la question de concentration. Oui, donc il y avait une erreur de dosage du formol. Mais l'erreur est très subtile. Et je vais dire la chose suivante, a-t-on la certitude du dosage du formol utilisé? Voilà, et c'est tout. La question est la suivante. Attends, mais c'est pas parce que, vous savez, on sait très bien ce qui arrive dans cette opération. Il y a des erreurs, la personne qui se trompe d'ampoule, qui donne une autre ampoule. On sait tout ça. Donc, autrement dit, moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Après cette histoire, je demandais chaque fois qu'on utilisait le formol pendant très peu de temps, après on l'a supprimé, on utilisait du sérum salé hypertonique, mais on utilisait encore des champs avec du formol, jamais d'injection, parce qu'on savait très bien que l'injection était condamnable par l'ouverture du kyste dans les voies biliaires, mais je disais quelle est la dilution du formol à haute voix. Et la penseuse devait, avec l'anesthésiste, vérifier sur le flacon quelle était la dilution. C'était pas à elle de faire la dilution, c'est trop aléatoire ça. La dilution devait être avant, elle devait dire à haute voix avec le contrôle anesthésiste, et tout le monde devait entendre ce qu'elle disait, de façon à ce que le chirurgien ne soit pas responsable s'il y a quelque chose. Alors maintenant, si la concentration du formol n'est pas responsable, moi je n'ai pas connaissance de lésions de ce type, parce que ça c'est intéressant, de brûlures, parce qu'en fait, ce qu'elle a eu, c'est des brûlures intensives de la cavité péritonéale qui ont entraîné une nécrose du grêle
Je vois très bien ce qui s'est passé. Donc s'il y a d'autres actions que la concentration du formol pour être responsable de ça, je voudrais bien le savoir. Moi, je n'ai pas connaissance. Alors je pose la question à toi, Georges, puisque comme moi, tu as manipulé ce liquide. Alors, merci de me donner la parole. Je n'interviens pas en tant que spécialiste de ce cas que j'ai eu à connaître il y a 2 jours à la demande de Jean-Pierre Fabre et de Jean-François Mercier. Je partage votre avis concernant les sapiteurs et pour ma part, je me suis toujours limité à intervenir dans les expertises médicales comme sapiteur. Donc c'est un peu pour ça que je suis là également aujourd'hui pour l'expérience que j'ai pu avoir dans ma carrière à Besançon ou dans l'Extrême-Orient sur la prise en charge de ces crises sidatiques. Alors, l'histoire, là, effectivement, est discutée au niveau du rôle du formol qui a été utilisé par rapport à la neutralisation potentielle des effets nocifs du liquide hydatique pour éviter la récidive de l'hydatidose péritonéale dont on connaît la gravité. Alors, pour faire simple, l'élément important, c'est que l'enfant était en état de choc au moment de sa prise en charge pour traiter le kyste hydatique et que la situation a continué après le geste chirurgical. Le rôle du lavage par le formol dilué, si on tient compte des informations qui sont consultables dans les éléments qui sont dans le dossier, a priori dans la littérature, il n'y a aucun élément qui permette d'attribuer au formol dilué, même jusqu'à 10%, un rôle sur la nécrose de l'intestin. Aucun. Il y a des brûlures chimiques, mais il n'y a aucun rôle systémique évident. Par contre, on peut très bien comprendre que cet enfant étant en état de choc anaphylactique, si on considère que les ruptures de kyste entraînent un choc anaphylactique, avec une mise en danger de la vie immédiate, on peut considérer que c'est la suite de son choc anaphylactique, qui n'a certainement pas été arrangé peut-être par les conditions opératoires et par l'utilisation des drogues vasopressiques, mais il n'y avait pas d'autre moyen de faire autrement. C'est l'analyse qui a été faite et qui a été retenue in fine. J'ai beaucoup regardé dans les 48 dernières heures la littérature sur le mécanisme d'action du formol dilué au niveau de l'application directe sur les tissus, de ses effets au niveau systémique. Il y a très peu d'informations dans la littérature. Les cas qui sont rapportés, c'est exactement ce que vous venez de dire. Il y a coexistence d'un état de choc anaphylactique avec l'utilisation du produit. Si bien qu'il est difficile, dans les connaissances actuelles, sur les travaux expérimentaux qui ont été faits, d'attribuer un rôle à la solution de formol dilué qui a été utilisée. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure actuelle. Mais peut-être que vous connaissez le dossier mieux que nous. Il y a une physiologie du grêle. Je pense qu'entre des lésions nécrotiques du grêle dues à un collapsus et des lésions chimiques du grêle, il y a une différence totale. Alors, en plus, il y a aussi une nécrose de la vésicule biliaire dans un choc. Nous sommes dans le... Henri, c'est classique d'avoir dans un état de collapsus prolongé, d'avoir la cholécystite, la lithiasie ischémique, ça fait partie des tableaux de choc anaphylactique, même de choc. Ça fait des gangrènes. Les lésions, alors les lésions qui ont été retrouvées n'étaient pas des lésions chimiques sur le grêle, c'était des lésions de nécrose ischémique qui sont tout à fait compatibles et directement attribuables, à mon avis, à l'état de collapsus lié au choc anaphylactique. Oui, donc, oui, moi, Gérard Pascal, moi ce que je veux dire, c'est que je voudrais faire un peu du Macron du en même temps, de ce que j'ai entendu de M. Bismuth et de M. Mention. Je pense, donc, effectivement, donc, cet enfant a fait un choc anaphylactique gravissime, je crois que personne ne peut contester ça. J'ai vu en donnant des observations choc hémorragique, ça pouvait laisser supposer, certainement pas. C'est un choc anaphylactique gravissime, je crois qu'on ne peut pas. Donc de ce fait, ce que j'en déduis, c'est qu'il a reçu quand même à forte dose, des doses massives de catécholamine, bon, qui incontestablement est un facteur favorisant de l'ischémie intestinale.
Mais ça veut dire que le fait qu'on met du formol sur le grêle, ça, M. Bismuth a tout à fait raison, quoi. Ça a brûlé un grêle déjà fragilisé. On a mis de l'essence, on a mis de l'essence sur le feu. Donc voilà, ce que je crois, c'est que c'est la conjonction des deux. Moi, je pense personnellement que c'est encore plus le formol, mais sur un état hémodynamique extrêmement précaire, dû notamment à l'utilisation de drogues vasoactives dont on connaît les effets secondaires à tous les niveaux de l'organisme. Ok, merci. Une autre question? Je voudrais vous poser une question générale. Dans ce cas où il y a des manipulations de produits, est-ce qu'il arrive dans les expertises qu'il y ait d'autres personnels du bloc opératoire qui soient mis en cause? Ou c'est toujours le chirurgien qui arrive? Non, puisque là, ils ont essayé de savoir. Ça dépend beaucoup du Ils ont procédure. été chercher le produit qui avait été distribué à la pharmacie. Donc, ils ont fait une enquête. Et le produit qui avait été donné par le pharmacien était celui à 10. Et il a été coupé jusqu'à 7, descendant à 1/3 pour l'utilisation. Voilà comment De façon générale. Philippe, c'est pour ça que, excuse-moi, mais dans beaucoup de situations comme celle-là, l'expert ou la partie adverse va demander la procédure écrite pour ce protocole de dilution. C'est ça qui fait la différence maintenant par rapport à des situations qui remontent à il y a plus de 20 ans. Mais là, c'est le tribunal administratif qui a été saisi, donc c'est l'hôpital qui est mis en cause. Oui, à la fin d'un deuxième procédure, on a prise à la fin. Au départ, c'était judiciaire, civil, et puis après, c'est passé, puisqu'on a recherché la responsabilité de l'établissement, c'est passé en administratif. Il y a une dernière remarque. On vient d'avoir on vient d'avoir une discussion sur la technique du formol, et c'était très pointu. Apparemment, on en sort maintenant. Mais moi, ce qui m'étonne, et je voudrais avoir l'avis des avocats et peut-être des experts, c'est la mise en cause de l'enfant qui avait poussé au début. Parce que en quoi cet enfant qui a poussé un autre était responsable de la rupture du kyste qui était un aléa? Nous n'avons pas le compte-rendu du directeur de l'établissement sur les circonstances. On sait qu'il y a eu une bagarre et qu'il y a eu un traumatisme abdominal. C'est tout. Est-ce que c'est un coup de genou? Est-ce que c'est un coup de poing? Est-ce qu'il est tombé sur un angle d'une table? Je ne peux pas vous répondre puisque nous avons avec Georges connaissance et plus précise. Vous voulez parler de quoi? Sur le fait traumatique. Discuter de la causalité du choc par l'agresseur, c'est ça que vous... Oui, mais c'est ce que Alors, tout à la l'heure. capacité de faire rompre en intrapéritonéal un kyste hydathique superficiel, elle est très forte. Moi, j'ai déjà assisté à des ruptures à l'occasion des chocs. Ça donne un choc anaphylactique immédiat avec la personne qui se retrouve manger. À l'occasion d'un choc direct. Ça, c'est clair. C'est comme quand le chirurgien le fait de manière en péropératoire. Alors, pour conclure pour mon intervention, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, les deux experts de chirurgie hépatique. Ça ne viendrait pas l'idée de faire un lavage au formol, y compris dilué, pour ce genre d'indication. Le formol est complètement maintenant prohibé des blocs opératoires. Il faut néanmoins savoir que quelle que soit la solution qu'on va utiliser, ne serait-ce que pour neutraliser l'environnement hépatique, est un très haut risque, y compris le sérum salé hypertonique, d'entraîner des désordres métaboliques gravissimes qui peuvent aboutir au décès du patient. Et donc il faut qu'il y ait un suivi très pointu, en dehors de toute circonstance aggravante, comme ce choc anaphylactique. Enfin, et pour conclure, puisqu'on est dans une séance d'experts, je pense que la prise en charge d'un kyste hydathique opératoire non rompu, c'est la seule circonstance dans laquelle l'anesthésiste doit avoir prêt une seringue d'adrénaline prête à être utilisée en intracardiaque pour le cas de choc anaphylactique. C'est l'élément très important à retenir, même si cette pathologie a pratiquement disparu de notre Québec. Deux questions. Oui, je voulais simplement confirmer la réalité du choc anaphylactique dans les ruptures spontanées de kyste hydathique. J'ai été 2 ans interne dans le service professionnel Safi à Tunis en 66-67, et avant toute intervention de produits comme le formol, 2 patients sont morts de rupture de kyste hydathique volumineux spontané dans l'abdomen.
Donc ça, je suis convaincu, et sans l'intervention de Formol, puisque c'était avant l'arrivée. Et on pourrait avoir un avis du juriste. Je crois. Oui, d'accord. D'accord. Oui, l'avis du juriste, c'est pas de scoop particulier. Je crois que le professeur Mention a très très bien posé la question du lien de causalité. Vous savez qu'une responsabilité médicale, c'est faute, préjudice, lien de causalité entre faute et préjudice. Donc là, finalement, les premiers juges se sont peut-être un peu mépris sur la causalité première de l'accident. Et c'est vrai que dans des accidents comme celui-ci, il y a des causes multiples qui s'additionnent les unes derrière les autres. Et à vous entendre tous, je me disais que ce n'était pas aussi évident que ça de trouver du premier coup quelle est la cause déterminante. Donc ça s'est fait au fil de la procédure, et c'est vrai que quand on est arrivé devant les juridictions administratives, qu'on a pris les bonnes décisions qui étaient d'exonérer l'enfant qui avait donné le coup dans la cour de récréation. Voilà, très bien. Donc, communication qui a été intéressante pour les questions.